ou peut être jugé par ses collègues par la suite avoir obtenu son poste uniquement pour son apparence physique et non ses compétences. Donc, il n'y a pas que du positif dans le fait d'être beau dans un milieu professionnel. Ensuite, je vais laisser la place à mademoiselle. Est-ce que vous allez parler de ce qui se passe en ce moment même, c'est-à-dire le nouveau gouvernement de Trudeau et la parité homme-femme et la réaction du Globe and Mail, du National Post? Ça a l'air intéressant. Non, je veux juste vous le dire, en ce moment, vous savez que le nouveau gouvernement fédéral est annoncé, que Trudeau a promis la parité homme-femme. Il y a un journaliste du National Post, Andrew Coyne, qui a fait parce que c'est exactement dans ce que tu dis, qui a fait un éditorial, je l'ai lu hier, pour vraiment le croire, là, pour le voir. Il a fait un éditorial en disant que cette notion de parité homme-femme était stupide, parce que, encore une fois, c'est les femmes pour les femmes, et dans sa tête, c'était justement avoir des femmes décoratives, dans le fond. Et il disait, il faut prendre les gens uniquement sur le mérite, et rien nous dit que la moitié du gouvernement qui sera composé de femmes sera... Enfin, les vieux arguments contre la parité, même la discrimination positive, mais même pas là. Incroyable. Hier, dans le National Post, un commentaire politique, allez la lire là. Mais au début, il dit, oui, c'est vrai, la politique est dominée par des hommes blancs, etc. Mais il ne voyait pas le lien, il ne comprenait pas le lien entre ça et puis la méritocratie. Et alors, il y a une caricature, je ne sais pas si vous connaissez, de Beaverton. C'est comme la Pravda ou le Gorafi. Ils ont fait un article très drôle en parlant du ministre Jason Kenney, conservateur, qui a fait 4 ministères très différents, en disant « Ah oui, il était super compétent dans les 4 ministères. » En tout cas, c'était très drôle. Oui, vous vouliez... Moi, je voulais juste dire que c'est mon amie qui m'a dit ça, je ne l'ai pas lu, mais elle a dit que Justin Trudeau recevait beaucoup de messages à caractère sexuel dans sa boîte Facebook, qu'on a tendance à rire, là, puis à faire « Ah, il est vraiment beau, non, non, non », puis... Après, lui-même, il est un peu victime de son image de Bogart. Ouais, mais aussi, c'est pas perçu pareil l'harcèlement si une femme harcèle un homme que si un homme harcèle une femme. Et là, le premier ministre, en plus. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... Oui, mais en fait, j'allais commenter sur la parité homme-femme parce que j'ai pas lu l'article dont vous parlez, mais on en a parlé aussi dans notre cours de communication politique. Puis, j'oserais pas dire que je trouve ça stupide parce que je trouve pas ça stupide la parité, sauf qu'en même temps, c'est important de laisser une femme, de la place aux femmes en politique, mais c'est bien de savoir qu'on a été pris pour nos compétences et non pas juste par le fait qu'on soit une femme aussi. Là. Je pense qu'il faut un peu démêler ça. Mais c'est ça que je disais, l'article du Beaverton, il dit, mais est-ce que tous les ministres hommes sont vraiment choisis par leurs compétences? Pourquoi est-ce que les femmes, tout d'un coup, devraient être plus compétentes alors que les ministres, c'est hommes, on sait très bien qu'ils sont nommés pour de multiples raisons autres que leurs compétences? Ouais. Pourquoi tout d'un coup, on serait plus sévère avec les femmes? Et l'article du Beaverton, je vais le mettre dans Facebook, il disait, tout d'un coup, il y a une augmentation, on veut augmenter de 50% le nombre de femmes ministres, en tout cas, puis il y a 5000% d'augmentation du nombre d'hommes qui disent qu'il faut nommer les ministres seulement sur le mérite, parce qu'avant, personne ne pensait ça. En tout cas, c'est très drôle. Il y avait Jean-François. Mais c'est juste, parce que je trouve que c'est un argument assez difficile c'est difficile d'avoir une opinion là-dessus, parce que d'un côté, on se dit, il y a beaucoup de côtés positifs pour la parité, par exemple, dire justement, ça encourage les femmes à se présenter en politique, etc., dans un monde dominé, surtout par les hommes. Mais en même temps, on pense par exemple, justement, je pense que si on regardait rapidement, par exemple, si on dit, tu es une femme élue dans le Parti libéral, tu as 40% de chance d'être ministre, un homme, tu es 13%. Oui, c'est avec ça. la parité. C'est l'argument de Andrew Coyne. Mais la question que je me pose, en fait, c'est pas plutôt un symptôme, justement, du fait que est-ce qu'ils ont présenté autant de femmes que d'hommes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui sont élus juste parce qu'ils sont des hommes? Donc, je pense que ultimement, le but, ce serait de ne pas avoir besoin de dire il faut établir la parité. Mais après ça, je me pose la question, est-ce que c'est une solution en même temps? Sans doute, mais c'est pas...
C'est pas clair pour Ouais, toi. c'est ça. Nathalie, peut-être Ben, les pays nordiques, en tout cas, ils ont adhéré au quota comme ça, de cette manière-là. Puis c'est le seul moyen par lequel ils sont arrivés à avoir plus de femmes en politique. Mais aussi, il faut faire attention parce que ça, c'est la loi du nombre. Hein. Ça ne veut pas dire parce que des femmes en politique, on fait ça parce on s'attend d'elles qu'elles représentent la vie des femmes dans la société, puis qu'elles défendent des enjeux qui touchent les femmes particulièrement, qui pour améliorer, par exemple, les conditions de vie des femmes, le harcèlement sexuel, etc. Sauf que c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles le font nécessairement. On serait bien mieux, il faudrait aussi convaincre les hommes et tous les êtres humains de la nécessité de mener ces enjeux-là sur le plan politique, dans l'espace public, plutôt que de se fier au fait qu'il faut que c'est par les femmes que ça va passer. On a l'air d'avoir un premier ministre qui en est convaincu. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient... Oui. Oui, quand j'ai commencé au gouvernement du Québec, il n'y avait presque pas de femmes professionnelles, puis on fait des concours spécifiques dans les années 80 pour encourager les femmes qui occupaient des emplois de bureau à devenir professionnelles, puis par la suite, c'était la même chose pour encourager les femmes à devenir gestionnaires, parce qu'il n'y en avait presque pas. Là, Puis en plus, j'étais conseiller en communication dans les années 80, puis on gagnait moins qu'un analyste en informatique, parce que c'était un corps d'emploi à majorité de femmes. Ça fait qu'il y a eu du rattrapage, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Je suis encore là. Mais en tout cas, c'est quand même, on voit quand même... enfin, c'est un vrai débat. Mais oui. Mais je voudrais ajouter une dernière affaire. C'est pas une idée qui vient de moi, mais c'est une idée que j'ai entendue de l'essayiste Pascal Navarro hier soir. Puis c'est une idée qu'on sait, mais elle le répétait. Il faudrait aussi que les ministères soient confiés à des gens de sexes différents selon ce qui est traditionnellement convenu. Par exemple, le ministère de la Famille, il a arrêté de donner ça aux femmes, puis donner ça à un homme pour faire changement. Les finances à une femme, ben, Jérôme Forget, Mme Forget l'avait dit. Non, c'est ça, le Québec est quand même... Ouais, je vous signale que c'est Jean Charest qui est le premier au Canada à nommer un gouvernement paritaire homme-femme. Et il y a un pays dans le monde, et là tout d'un coup ça m'échappe, mais je me demande si c'est pas un pays tout à fait inattendu où il y a plus de femmes ministres que d'hommes. Ben, c'est Rwanda, probablement. Le Rwanda, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. le seul pays, je pense, complètement paritaire. Mais ouais. Et je pense l'Islande aussi. Mais enfin, l'Islande, c'est spécial. C'est une grosse ville, là. C'est pas pareil. Mais ça n'empêche que vous avez entendu parler aussi du mouvement Décider entre hommes. Oui. Le hashtag. Est-ce que vous allez en parler? Non, mais... J'avais même pas pensé. Mais oui, mais c'est pas trop tard. Vous ajouterez ça, un petit paragraphe. Sur la page Facebook, en fait, Décider entre hommes, c'est des femmes qui ont un compte Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez soumettre à elles. En fait, souvent, c'est des photos, genre, il y a eu un événement politique important, il y a une photo. Ah, ben, écoute, il n'y a pas de femme qui était là pour couper le ruban rouge de tel nouvel bâtiment, etc. Récemment, il y a eu des photos, en fait, photoshopées. De quoi ça a l'air, par exemple, le cabinet présidentiel, si on enlève tous les hommes de la photo, puis il n'y a presque plus personne sur la photo. Même chose pour l'ONU, le Conseil de l'ONU, etc. C'est assez impressionnant quand on voit ça comme ça. Puis, bref, il y a plusieurs personnes citoyennes qui participent en envoyant des soumissions qui, elles, relaient. Mais on se rend compte à quel point les grandes décisions sont prises entre eux. C'est ça. Donc c'est un hashtag sur Twitter et Facebook, Décider entre hommes. Si vous trouvez une photo, par exemple, d'un colloque avec que des hommes, une table ronde avec que des hommes, quelque chose, vous envoyez ça, elles font une collection, puis elles les rediffusent. Moi, j'en aurais envoyé déjà. Et il y a des hommes qui aussi en envoient, qui boycottent. Il y a même, le mieux que j'ai vu, c'est un professeur français, un grand professeur de mathématiques, qui était membre du Comité national d'éthique en France, et on était ensemble dans un colloque, et il n'y avait que des hommes. La seule femme qui était là, c'était l'animatrice, celle qui tendait le micro. Et je lui ai dit, moi j'étais outrée de ça, parce qu'il y a des femmes compétentes. Là, il m'a dit oui, je l'ai ressenti comme une violence. Alors là, qu'un homme me dise ça, j'étais sidérée. Donc il y a quand même une prise de conscience probablement qui se fait un peu chez les hommes, même les hommes de pouvoir. Une suggestion pour se mettre avant d'aller plus loin, c'est à votre discrétion. Préférez-vous qu'on commence les exposés sans arrêt, quitte à finir un peu plus tôt pour les questions, ou après 2 exposants, vous désirez une très courte pause de 10 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer par la suite? Qu'est-ce que vous préférez?
diplomatiquement. Une pause. Une pause. Levez la main, ceux qui veulent une pause. N'ayez pas peur. OK, ceux qui veulent pas de pause, levez la main. Ah, quand même. Je pense qu'il y a plus de gens qui veulent. Pas de pause. Pas de pause. C'est parti. Donc, on se poursuit avec le corps et la mode. Oui, excuse. Donc, la pression sociale qui est surtout diffusée par les magazines, la publicité, les vidéoclips qui mettent en scène des femmes ou des hommes beaucoup trop beaux et surtout photoshopés. Donc, avec leur corps tout C'est moi. parfait. Minces, ou les hommes qui sont découpés au ciseau, leur corps, les planches à laver. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on nous présente. Donc, Peut-être trop de temps. Donc, ça véhicule justement les idéaux de beauté qui deviennent par la suite des représentations collectives, des représentations sociales de ce qui est beau, de ce qu'on doit être. Puis ça inclut surtout, ça crée les normes de beauté là, à respecter, puis les critères. Donc ça, c'est pas sans conséquence. Ça peut créer des troubles autant physiques que psychologiques, surtout chez les plus jeunes, et aussi chez les adultes, mais surtout chez les plus jeunes, on va le voir plus tard. Ça peut aller jusqu'à la boulimie, l'anorexie, donc les troubles alimentaires aussi. Donc, c'est ce qui crée la quête de l'idéal de beauté. Et puis là, on a une petite expérience qui a été faite par le Royaume-Uni, qui a envoyé une photo à 18 designers. À 18 designers de 18 pays différents. Ça, c'est une photo originale d'une femme du Royaume-Uni. Puis on leur a demandé à ces 18 designers-là de la modifier, de la transformer, photoshopper, pour en sorte qu'elle respecte les normes de beauté de leur culture, de leur pays. Donc là, on va aller voir les 18 pays. On voit qu'elles ne se ressemblent plus dans plusieurs cas. Je ne sais pas si on peut pointer l'Italie et la Chine où la taille est extrêmement rapetissée, les cuisses sont minuscules. Sinon, il y a des pays comme l'Égypte qui ont aussi les seins, Venezuela aussi beaucoup, on voit le focus. Donc on peut voir que c'est vraiment quelque chose de culturel par pays. Donc, il y en a des plus bronzés, des plus pâles, les cheveux. Bon, on voit un peu le principe. C'est intéressant de voir aussi ces différences-là. Il y a aussi une pression quotidienne d'être présentable, donc être coiffé, pas avoir surtout en été, pas avoir de poils aux jambes, aux aisselles. Ça, c'est les femmes ne le feront pas, ils ne sortiront pas avec du poil aux jambes, aux aisselles, tant que ce ne sera pas socialement accepté. Oui, chez les hommes. Chez les hommes aussi, il y a une pression, surtout chez les adolescents. On peut aller vérifier. Il y a un sondage qui a été fait au Saguenay, dans une école secondaire, donc des jeunes adolescents entre 14 et 18 ans. On voit que 65% des filles voudraient avoir un corps plus mince, 66,3% des garçons se disent insatisfaits de leur image corporelle, soit qu'ils veulent perdre du poids ou vont être plus musclés. Donc, on voit que c'est quand même similaire, c'est plus que la moitié, c'est assez énorme. Puis on voit que 57,9% des filles ont fait des tentatives sérieuses pour perdre du poids. C'est encore la moitié des citoyens. Voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est que chez les hommes un peu plus vieux, les critères sont un peu plus souples. Donc là, dernièrement, il y a eu la mode ou le phénomène du dad bod, le corps de père qui est très attirant pour les femmes en raffolent, j'ai lu. Donc c'est aussi, en fait, c'est l'image d'un père, un bon vivant, qui boit de la bière, qui fait un peu de sport de temps en temps. C'est surtout ce que ça représente que les femmes aiment. Donc c'est pas un monsieur qui va tout le temps aller au gym et qui... Donc, il y a du temps pour sa famille. Puis aussi, les cheveux poivre et sel, qui symbolent plus d'expérience, tandis que chez une femme, ce ne sera pas perçu de la même manière. Donc, tout ça, donc, c'est un peu plus souple, mais il y a une pression qui existe. Donc,
l'idéal de beauté qui fait consommer. Donc, on peut aller voir l'industrie de la cosmétique, les produits dits miracles et je peux zoomer sur le premier. Donc là, on parle de tout ce qui est crème de jour, de nuit, anti-rides, anti-imperfection, anti-rougeole. Donc, c'est toutes des crèmes pour atteindre cet idéal-là que la société s'est créée. Donc, on parle aussi de tous les produits capillaires, traitements, masques, etc. Donc, qui peut faire une grosse somme à la fin d'une année. On peut poursuivre. Tout ce qui est maquillage, donc fond de teint, mascara. Là, on en met, là, il y a les faux cils, le rouge à lèvres, etc. Puis, non, c'était là. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ici, il y a une bébé crème. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire. La bébé crème, c'est un beauty balm, un baume de beauté. C'est juste une petite crème hydratante avec un petit fond de teint. Et c'est comme ils l'ont appelé le beauty balm. À quoi ça... Je trouvais ça, ouais, à quoi ça renvoie, là, un baume de beauté. Et là, je vais juste ajouter que ça, je pense que c'est assez universel. Est-ce qu'au Togo, oui, hein, c'est assez universel. Nous vivons même en Afrique, un peu, en Afrique au sud du Sahara, un phénomène le phénomène de dépigmentation. Je crois que c'est la diapo d'après, ouais. Okay, ce que je veux dire, c'est l'importance des produits de beauté, ça m'a l'air d'être quelque chose d'universel. C'est universel, c'est ça, oui. Oui, bien justement. Bon, j'ai séjourné un long moment au Mexique, puis j'ai pu constater qu'il y avait des femmes qui s'appliquaient du bleach, de la crème pour blanchir sa peau. Donc encore là, ça renvoie beaucoup à un idéal de beauté. Puis ici, on peut penser qu'ils ont des salons de bronzage. Là, donc c'est vraiment culturel par pays. Voilà, donc ça, c'est d'autres dépenses encore. Les produits dits miracles. Vous avez sûrement vu dernièrement sur Facebook le Skinny Minty Detox. Bon, il y a eu une grosse poussée de cette publicité-là. Bon, des jeunes femmes qui buvaient sur leur petite thé, toutes minces, toutes joyeuses, le matin au bord de la plage. Et puis, c'est le message que ça dit: Get your dream body, ayez votre corps de rêve instantanément, instant results. En buvant du thé. Oui, c'est simplement du thé. Puis c'est vendu pour 28 jours de thé. C'est 54,90 $. Pour du thé, c'est totalement naturel. Il n'y a pas d'ingrédients miracles qu'on peut se le dire. Oui. Ben, en fait, c'est pas qu'il y a pas d'ingrédients miracles, mais moi, j'étais allée m'informer et tout ça. Ouais. Parce que j'étais vraiment. C'est ça, on l'a dit pas. Chaque fois que les gens écrivent, la compagnie va tous répondre oui, c'est vraiment santé, tout ça. Mais là, ils disent, mais faites du sport, il faut quand même que vous c'est dans leur thé. Mais dans leur thé, il y a de la menthe, puis il y a d'autres choses qui font que. C'est bon pour le métabolisme. Parce qu'en fait, c'est que ça peut faire aller aux toilettes. Ça devient un genre de laxatif, mais on sait tous que vouloir maigrir en prenant du laxatif, c'est la pire affaire au monde. C'est ça. C'est pas le droit finalement. OK. Merci. Donc, ça, c'est vraiment cher pour du thé qu'on peut aller à l'épicerie, que je trouve bon pour tes verres. OK. Donc, ça, je voulais parler des fruits exotiques aux vertus miraculeuses. Puis, plus que ça devient loin, plus que c'est génial. Parce qu'on ne connaît pas le garcinan. Ça, c'est ça, les fruits garcinants. Ça vient du Brésil. Donc là, les spécialistes ont découvert que ça faisait perdre du poids. Heureusement, c'est ça. Ensuite, oui, les prochains, c'est encore dans l'açaï, la baie d'açaï, avec le corps ça suggère que si on prend ça, on va avoir ce corps-là. Il n'y a même plus de tête, là. Non, les femmes n'ont même plus de tête. Non, on prend ça comprimé. C'est pas important. C'est pas important. C'est ça, ils ont des abdos, mais ils ont pas de tête. Ça, je trouvais ça assez... c'est le même produit, donc Burn Fat Recovery Hotest Diet. Paraissez mieux, sentez-vous mieux en quelques semaines. Regagnez votre confiance en soi et appréciez ou profitez de la vie de nouveau. Comme si, parce qu'on avait un surplus de poids, on était plus heureux, puis ça nous prenait le corps de l'idéal de beauté qu'on voit partout. Donc, je trouvais ça assez impressionnant. Puis elle est sur sa barre, toute contente. On fait tout ça le matin. Oui, c'est ça. Puis il y en a beaucoup parce que ça se vend. C'est ça qui est triste un peu. C'est beaucoup. Donc, ça, c'est rien de concret. C'est pas vrai. Il n'y a pas une capsule, un médicament qui va être miraculeux sur un corps. Sinon, tout le monde serait au courant. Et aussi pour les hommes, les produits ou les suppléments d'entraînement qui
fois très peu utiles. Les machines aussi. C'est ça, les machines. Qui, encore une fois, renvoie à l'idée d'être parfait, donc encore donner de l'argent pour pouvoir atteindre cet idéal de beauté-là. Tout satisfaire les normes de beauté. Donc les gaines qui montent les fesses, rapetissent la taille, rentrent le ventre, rapetissent les cuisses. Ça doit pas être très confortable, mais ça se vend pareil pour pouvoir être belle dans sa petite robe. Les souliers à talons hauts qui déforment la colonne, qui donnent des mots de pied, quand c'est des pointus, là, j'ai vu des photos, c'est terrible, parce que ça fait, si on porte toujours des petits souliers pointus, ça rapetisse le pied, ça rentre les orteils vers l'intérieur. Donc ça peut causer beaucoup de problèmes, on voit que le point de pression est là au lieu d'être sur le pied au complet. Donc ça crée beaucoup de problèmes au dos et au pied. Ça, les brassières push-up pour avoir des plus gros seins, un plus beau décolleté, disons. Puis ça, c'est au Walmart, dans le coin junior, Ultimate Push-up. Et puis quand j'ai cherché des photos pour ça, j'ai fait push-up bra. Et la première chose qui m'est sortie, c'est push-up bra for 13 years old. C'est assez choquant. Puis c'est ça. Donc ça existe bel et bien. Ce push-up, front club, c'est aussi chez les jeunes, c'est ça qui est dommage. Encore une fois, c'est pour les cheveux longs. Il y a des rallonges qui sont très dispendieuses et qui étaient plus populaires que maintenant. Là. Et tout ce qui est chirurgie, mineure, les injections de botox, grossir les lèvres, les seins, reconstruction et tout, qui fait encore une fois consommer pour atteindre l'idéal. Ça, c'est une citation que Marie-Pierre m'a montré que j'ai bien aimé. Dans une société qui profite de nos doutes, s'aimer, c'est un acte rebelle. Donc, c'est les grosses compagnies qui s'abreuvent de nos doutes pour s'enrichir, en fait, tout simplement. Okay. En fait, c'est toute une question de perception. En parlant de l'image du corps, il fallait voir. La définition, c'est l'image de notre propre corps que nous formons dans notre esprit. Qu'est-ce qui suit, c'est ce que j'ai présenté, là, sous l'influence d'une construction sociale et des relations avec les autres. Donc, il faudrait surtout mettre l'emphase sur notre propre image de nous, s'aimer soi-même. Il y a des campagnes publicitaires de Special K et Dove, surtout Dove, qui sont dans le domaine depuis plus longtemps, donc des grosses multinationales qui ont décidé de s'attaquer, d'aller à l'encontre de ce mouvement-là, de ce phénomène-là. Donc, qui veulent plutôt... Ouais, c'est ça, qui vont à l'encontre de ça, puis qui veulent plutôt changer la perception des gens. Là. Donc, la publicité de Special K est assez récente, puis je l'aimais bien. C'est un fait. 97% des femmes avouent détester leur corps au moins une fois par jour. Pensez-y, ça fait beaucoup de femmes, presque toutes nous autres, qui se regardent dans le miroir. Et on veut tous changer quelque chose. Nos seins, notre peau, nos bras, nos jambes, nos hanches, nos cheveux. On s'entend, 100% des femmes peuvent changer quelque chose de bien plus important qu'un concert de leurs fesses. On peut changer notre façon de voir. Si on disait à cette petite voix intérieure qui nous raconte qu'on n'est pas assez bonne, de se la fermer. Concentrons-nous sur les choses qu'on peut vraiment changer, plutôt que sur ce qu'on ne peut pas. Si on était plus indulgentes envers nous-mêmes et qu'on donnait de bonnes choses à notre corps. Soyons parfaitement imparfaites. Regardons le miroir de long en large, nos bons côtés comme nos moins bons. Et soyons fiers de tout ce qu'on est. Puis Dove, eux, ils prônent vraiment la diversité des corps dans leur publicité. Et puis ils dénoncent les idéaux de beauté qu'on vit avant sur les magazines. Et le prix d'être une femme, il y a la taxe tampon, qui, en 2015, c'est tout récent, au niveau fédéral, elle a été abolie. Donc c'est considéré comme un produit nécessaire à la vie humaine. Et puis, c'est pas juste les tampons, c'est tous les produits sanitaires pour le cycle menstruel.
Ensuite, il y a les dépenses. Ah oui, la taxe rose. Ça, c'est un phénomène qui est un peu du marketing genré. Donc, tout ce qui est les produits destinés aux femmes, surtout pour l'hygiène, donc soit les gels de douche, les rasoirs, les déodorants. Donc, tout ce qui est destiné aux femmes va être légèrement plus élevé. Dans le prix, je veux dire. Donc, de quelques cents, mais ça va être plus élevé. Puis, au bout d'une année, ça risque de paraître, surtout quand on pense que les femmes ont 10% moins de salaire que les hommes. Ensuite, donc un peu c'est le sois belle et tais-toi. Ça passe inaperçu parce que c'est des petites scènes, mais c'est ça, comme j'ai dit, au bout d'une année, ça peut paraître. Puis il y a aussi toutes les dépenses en lien avec les cosmétiques, comme j'ai expliqué tantôt. Mais encore mes choix, l'avortement. Donc, au Québec, on est chanceux, c'est un service gratuit, légal et accessible. Et puis, à partir de 14 ans, la décision revient à la fille elle-même, mais à 13 ans et moins, ça prend l'autorisation d'un adulte. Et puis, là, on voit une carte du monde avec les niveaux d'acceptation, de légalisation de l'avortement. Donc, ça va du vert au rouge. Vers l'avortement légal, mais parfois restreint, par le refus ou le manque de moyens des services de santé. Ce qui est un peu plus pâle, vert pâle, avortement autorisé en cas de viol pour des raisons de santé ou en cas de difficultés socio-économiques. En jaune, donc c'est bon, l'Argentine, en Afrique, c'est avortement autorisé en cas de viol ou si la santé physique ou psychique de la mère est menacée. Orange, avortement illégal, autorisé uniquement s'il permet de sauver la vie de la mère et en cas de viol. Et en rouge, je vais vous donner le code de l'Irlande, je vais vous en parler. C'est un avortement illégal autorisé seulement s'il peut sauver la vie de la mère. Donc, même si c'est un viol, même si l'enfant, il n'y a aucune chance de survie, la grossesse doit être menée à terme. Donc, le code de l'Irlande, c'est, comme je vous dis, pratiqué seulement si la vie de la mère est en danger. Si la femme se fait avorter dans son pays, elle est peine de 14 ans de prison ou une amende de 4 000 €. Et puis, donc, on peut comprendre que le droit du fœtus prime sur le droit de la mère. Et puis, il y a plus de 4 000 femmes qui voyagent au Royaume-Uni pour se faire avorter parce que dans la famille. Et puis, on pense souvent que l'Irlande serait ouvert, avancé, mais pas sur ce niveau-là, mais le mariage gay est accepté. Donc, c'est un petit paradoxe. Oui? Même moi, quand j'avais été en Irlande, je passais juste dans la rue puis je me faisais donner des tracts j'ai mon Dieu, je fais juste passer. C'est intéressant. Très plaisant. Est-ce que je peux me starter? Oui. Petite parenthèse, pour ceux qui s'intéressent, c'est un livre très intéressant qui est toujours actuel. Il y a plusieurs éditions, le livre noir de la condition féminine. Puis justement, à propos de l'avortement, il y avait un bateau qui a été mis en place par des femmes médecins et des infirmières qui plongeait le plus proche possible dans les eaux internationales, les pays où l'avortement était légal, pour permettre à des femmes, tant bien que mal, en canot et peu importe, d'essayer d'atteindre le bateau pour qu'ils puissent les avorter, puis les lois pouvaient les faire vu que c'était en eau internationale. Ça a été dénoncé plusieurs fois, mais il y avait des témoignages de femmes à qui ça a sauvé la vie, ou la santé mentale aussi, de pouvoir se faire avorter. Je ne sais pas si je peux me permettre cette question-là parce que sincèrement, je ne connais pas grand-chose au niveau de l'avortement, mais c'est quoi le droit des hommes là-dedans? Est-ce que, parce que, bon, là, je ne sais même pas comment formuler ma question pour pas que ça ait l'air bizarre, mais je veux dire, lorsque l'enfant est conçu, je veux dire, c'est la femme qui décide de le garder ou non, mais est-ce que l'homme là-dedans, il a un droit? Non, parce que c'est le corps de la femme. En fait, c'est son intégrité physique à elle, donc ultimement, je veux dire, c'est une question de discussion entre l'homme et la femme, mais légalement, c'est la femme qui a plein de pouvoir sur la décision si elle veut se faire avorter ou non. Parce qu'en fait, si l'homme insiste vraiment pour avoir l'enfant, il ne peut pas forcer la femme à rester enceinte. Légalement. L'affaire de Jean-Guy Tremblay. Ben,
Exactement. Vas-y, Il y a une petit. affaire au Québec, hein, Jean-Guy Tremblay qui avait essayé de faire avorter sa conjointe. Là, je sais pas D'empêcher si sa conjointe. D'empêcher sa conjointe de se faire avorter, puis elle a eu gain de cause. C'est depuis ce temps-là que ce que tu racontes est en vigueur aujourd'hui. Puis la raison principale, là, quand tu dis ça, c'est qu'on ne reconnaît pas de droit au fœtus. Et ça, c'est souvent remis en question par des députés conservateurs qui souhaitent donner le droit au fœtus. Puis là, si on donne des droits au fœtus, bien évidemment qu'on les enlève à la femme. Puis c'est un mythe aussi sur le... Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup d'avortements qui sont pratiqués au Québec, mais quand même, il y en a peu en fin de grossesse. Là, tu sais, c'est quand c'est des cas... tu sais, on ne se fait pas avorter pour le fun, là, en général. Hein, fait que c'est souvent ça aussi. Ah, il y en a beaucoup, il y en a trop. Mais c'est pas une raison pour enlever ce droit-là. Mais en fait, il y a un flou dans la juridiction aussi. Ouais. Puis en fait, souvent c'est ramené dans le fond en lien avec la contraception. Et de dire que la contraception, ça doit être quelque chose qui se fait en couple, justement, pour éviter... Mais une fois que la grossesse est commencée, c'est le corps de la femme. Et un homme ne peut pas avoir du pouvoir sur le corps d'une femme. Il peut discuter avec elle, mais il ne peut pas. Donc c'est plus au niveau de la contraception qu'il faut mobiliser les hommes pour que la contraception ne soit pas juste une affaire de femmes. C'est vrai. C'est vraiment... Je suis tout à fait consciente de ça. Non, mais c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. C'est le cœur de la question, tout à fait. Mais malheureusement, la nature humaine est faite que c'est les femmes qui portent les bébés. Par contre, ta question n'est pas sans fondement. Pour les gens qui veulent être admis en médecine, il ne faut pas juste avoir des notes. Les gens passent aussi à une entrevue super sérieuse là, pour tester leur éthique. Puis c'est une des questions qui est systématiquement posée. Ils leur font une mise en situation d'un homme et d'une femme qui se présentent un couple stable, dont la femme est enceinte mais veut se faire avorter et dont l'homme sait absolument garder l'enfant. Et ils demandent aux futurs étudiants, s'ils passent le test, quel est leur avis sur la question. Mais quand même, ça se pose éthiquement, c'est une question d'éthique. Donc, tu n'es pas la première à avoir réfléchi à la question. Ouais, c'est parti. Donc, je vais vous parler des rapports de la famille. Donc, je vais vous parler d'une petite définition de la famille titrée du Larousse. Donc, ça dit en fond que la famille est un ensemble formé par le père, la mère et un ou plusieurs enfants. Donc, ça vient du Larousse, le site internet du Larousse 2015. C'est une définition qui est un peu désuète, notamment avec le type de famille que je vais vous parler dans quelques instants, parce que le modèle familial évolue à travers la société moderne, qui se modernise, puis les rapports qui se créent dans la société. Donc, on parle maintenant plutôt de famille dite nucléaire, c'est dans le fond qu'on définit, élargie, recomposée, monoparentale et homoparentale. Il y a plusieurs types de familles, mais c'est les principaux qu'on va aborder dans le fond. Avec, dans le fond, je vais parler des... Comment? Donc, la première, c'est la famille nucléaire, donc un peu comme la définition du Larousse, c'est composé d'une mère, d'un père et d'un ou plusieurs enfants. C'est un modèle, dans le fond, sociologique dominant, qui tend à diminuer à travers le temps, à travers la société, puis à travers justement les croyances religieuses un peu qui s'essoufflent et autres. Donc, c'est surtout une famille, type de famille qui est traditionnelle et qui est issue des croyances religieuses. Donc, avec le temps, la société moderne, c'est, dans le fond, ça tend à diminuer un peu. La famille élargie, c'est composé, dans le fond, de plusieurs membres de la famille qui vivent sur le même toit. Et ça peut être un peu dans les réserves autochtones, il y a beaucoup de familles dans ce type-là. Ça peut être aussi des familles d'ethnies différentes. Au Québec, c'est moins fréquent. Donc, les Québécois ne vivent pas nécessairement dans les familles élargies, mais ça peut être très fréquent dans des familles de d'autres ethnies à travers le monde. Les familles monoparentales, donc c'est composé d'un seul parent, soit le mère ou la père, et d'un enfant ou plusieurs enfants. Donc, on peut aussi parler de monoparentalité dans ce cas-là. Puis finalement, la famille homoparentale, on a de plus en plus d'expansion. C'est composé de deux parents de même sexe, donc soit deux femmes, deux hommes, qui ont plusieurs enfants issus d'adoption ou fondation in vitro et autres. Je posais dans le fond une petite question ici, Vox Pop, qui est issu, dans le fond, on va demander qui est issu de quelle sorte de famille, qui est issu d'une famille dite nucléaire ici. Non, mais c'est-à-dire que la famille est encore nucléaire. Ouais, c'est encore nucléaire, il n'y a pas de divorce ni rien. Encore nucléaire? Parfait. Les familles dites élargies. C'est-à-dire vous vivez avec vos grands-parents. Vos grands-parents, des fois vos aussi grands-parents vivent frères et avec sœurs du père ou de la mère, c'est vraiment une grande famille qui vit sous
faire partie de plusieurs familles. Parce que dans le fond, oui. tu peux avoir une famille nucléaire, mais héberger un membre de ta famille pendant une super longue période. Ouais, c'est pas vraiment trop ça. Famille dite monoparentale. Et famille homoparentale, il ne faut pas qu'on ait ici. Famille recomposée. Famille recomposée. Recomposée, oui, aussi. Et puis, il y a un type de famille que, dans le fond, tu n'as pas mentionné, mais qui est dans toute l'Afrique, c'est la grande famille. La grande famille. C'est-à-dire, le mot famille, c'est forcément les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents. Quand tu demandes des nouvelles de la famille, hein, tu ne demandes pas juste des nouvelles de la famille nucléaire, là. Ça englobe... Et d'ailleurs, tous les adultes d'un village, par exemple, les hommes sont des tontons, les femmes des tantis. Oui. Et ça, c'est à travers le monde, en Inde, en Chine aussi, anti. Donc les femmes d'un village, il y a comme elles peuvent avoir de l'autorité sur l'enfant, etc. Donc c'est vraiment une conception de famille beaucoup plus grande que même ces types-là. Puis là, dans ce que tu as dit, tu aurais pu poser, je me demandais si tu allais poser cette question. Mais est-ce que pour tout le monde dans la classe, non, on n'a pas le temps d'entrer vraiment dans le débat, mais c'est une réflexion, utiliser le Framapat pour ça. Est-ce que vous considérez qu'un couple homosexuel avec des enfants forme une famille? Je ne suis pas sûre que c'est complètement acquis. Ça, c'est plus en 55. Ok, tu vas en parler de ça? Non, mais... Non, juste pour dire que c'est pas forcément acquis pour tout le monde, même ici dans la classe. Ah, oui. C'est ça, moi je ne vais pas commencer à sortir le débat là-dessus. Non, c'est ça, on n'a pas le temps. Mais dans le Framapat, vous pouvez le mettre. Mais je vais juste ajouter, en fait, j'ai un ami qui faisait comment. Il avait en fait le terme tante, cousine, mais tout simplement pas. C'est sœur, mère, père, frère, point. Puis en fait, pour lui, sa mère, c'était en fait, selon nos standards à nous, sa sœur. Mais comme c'était elle un peu la figure la plus vieille, la figure parentale de la famille, c'est la mère. Mais il y avait aussi une autre mère qui était sa tante, en fait. Bref, les termes n'existent tout simplement pas comme nous on les connaît ici. C'est vraiment tout le monde ensemble. Et puis il y a les familles polygames, en fait. Faut pas que tu oublies ça. Vous oubliez ça. J'ai dit, j'ai nommé les principaux, je n'ai pas toute la cinquantaine. Mais si on regarde dans le monde entier, les familles polygames, il y en a beaucoup. Donc, suite à ça, je vais parler dans le fond l'union libre et le mariage par rapport au type de famille. On remarque de plus en plus, surtout au Québec et au Canada, que les gens se marient moins. Donc, on a plus d'union libre. Donc, c'est un couple qui peut soit être conjoint de fait déclaré dans le fond au gouvernement et décide d'avoir des enfants. Il n'y a pas le processus de mariage qui rentre en cause là-dedans. C'est vraiment le couple qui décide de s'unir puis de fonder une famille. Donc, on parle ici de 4 Québécois sur 10 qui vivent en union libre, donc c'est 37,8%. Dans le fond, ça vient du journal Le Devoir que j'ai titré. Ça date du recensement du Canada de 2011, donc on peut comparer un peu avec aujourd'hui que les données ont encore augmenté. Aussi, il y a 37,8% de la province, en fond, c'est ça qui voit ça. Le nombre de couples mariés diminue, donc on parle de moins de 52% des familles qui sont mariées et de 67% au Canada. Et aussi, dans le fond, ça représente 8% de plus au Québec qu'en 2006. Donc, 52% au Québec, donc c'est 8% de plus qu'en 2006, donc c'est encore considérablement plus élevé aujourd'hui. Et les couples, dans le fond, qui vivent en union libre, c'est des familles qui peuvent être, dans le fond, ça équivaut aussi bien, dans le fond, les couples qui vivent en union libre, les familles monoparentales et les mariages entre personnes de même sexe sont en voie de prendre l'expansion au Québec et au Canada. C'est, dans le fond, depuis les 5 dernières années au pays. J'ai 2 livres ici. Donc, j'ai un peu fait l'histoire du Québec de Hélène André Lisier. Ça parle ici une histoire du Québec en photo et une histoire des hommes québécois. Il y a la 3e qui est une histoire des Québécoises, mais malheureusement, je ne l'ai pas. C'est une de chez mes deux soeurs de ma mère. Mais je l'ai, moi. Je te le prêterai, celui sur les femmes, une histoire. Oui, je te l'apporterai. Cool, merci. Ça, je vais vous le distribuer encore, vous faites aussi. Dans le fond, la dame a fait un peu un recensement de l'histoire du Québec, des hommes québécois et des femmes québécoises à travers, dans le fond, les années 1900 jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu de ça que je me suis basée pour l'union et le mariage, donc je vais vous passer un peu. Merci.
Donc ça, c'est très intéressant. C'est surtout un peu l'histoire, mais dans le fond, supporté par beaucoup de photos. Daté des années. Concernant le mariage, comme Hélène André le cite, marie-toi bien, marie-toi pas, tu fais mieux. Donc, tu fais? Marie-toi, tu fais bien, marie-toi pas, tu fais mieux. Donc, par rapport au mariage, c'est la petite chapitre dans ça. Donc, elle parle un peu de l'importance du mariage à travers les années. Donc, au début, le but du mariage, c'était de fonder une famille. C'était principalement ça. Donc, on parlait de la société. Donc, c'était surtout la société chrétienne qui avait recours, dans le fond, à la religion pour bourser les pulsions sexuelles jusqu'au mariage. Puis, après, dans le fond, le mariage, c'était donc, il fallait procréer pour avoir une famille. C'était idéalement ça, les principes de base. Puis, par la suite, souvent, ce qui arrivait, c'est que les droits des hommes et des femmes étaient un peu brûlés là-dedans, parce que c'était surtout, on se mariait parfois par inclinaison. Puis au moins, on avait la dot, on peut dire, du mariage qui venait avec, donc ça pouvait faire un petit bien, mais c'était souvent parce que donc, le père présente le fille et au père du fils du père de l'autre. Puis voilà, c'est comme ça que l'union. Et il y avait surtout la moyenne des enfants, je dis enfants, qui pouvaient se marier, c'était les garçons étaient âgés de 14 ans et les filles de 12 ans, dans les années 1900 à 1920. C'était la moyenne que les gens pouvaient se marier. Les hommes se mariaient plus vers 20 ans, mais les femmes, c'est aussitôt qu'ils avaient l'âge de 12 ans, ils pouvaient aller 12 ans. Donc ça, c'était la moyenne en général. Il y a eu quelques cas qui ont été dénoncés plus dans le temps de la Nouvelle-France. On peut dire qu'il y a un homme, dans le fond, en 1639, voilà, qui était âgé de 29 ans, qui a marié une fille de 10 ans. Ça a été, dans le fond, contesté, ça a été banni, mais il y a beaucoup de cas, par exemple, qui sont restés un peu connus, qui n'ont pas ressorti. Ce genre de choses un peu qui peut opprimer les droits de la femme et la liberté de la femme de son corps et de son choix, ici était vraiment très important. Donc ça a soulevé évidemment des questions de liberté et du consentement des mariés entre eux. Donc est-ce que les gens voulaient vraiment se marier entre eux, est-ce qu'ils se connaissaient ou non, est-ce qu'il y aurait pu avoir des liens qui auraient pu se créer pour après avoir une union, c'est toutes des questions qui ont été développées par la suite. Donc aussi par rapport aux enfants qui étaient dans le fond procréer. On peut dire les familles qui faisaient des enfants. Au début, dans les années 1900 à 1920, c'était environ 10 enfants. Puis maintenant, après les années 20, c'était rendu à 5 à 6. Donc on voit déjà qu'il y a une tendance un peu réductrice de faire des enfants. Avec la société qui est en mouvement, la société un peu plus moderne qui rentre, les gens qui se déplacent vers la ville pour travailler. Donc c'est un peu ça aussi, c'est tout ce changement-là qui fait en sorte que les familles, dans le fond, diminuent. Au tournant des, un peu après ça, dans les années 30, il y a le concept de la contraception qui commence à prendre du jeu. Mais c'était plus accepté socialement, mais pas de manière légale. Donc, ça pouvait se voir dans ta famille et autres, mais si c'était appris par l'ordre de la paix, ça pouvait devenir une amende, la prison et autres. C'était encore considéré également illégal. Mais dans la famille, ça commençait à être accepté socialement, ça commençait à se développer. Puis, jusqu'en 1968, c'était illégal de promouvoir des outils de contraception. Donc, la pilule, le condom, c'était encore interdit. C'était vraiment plus localement. Les pharmacies, médecins et autres n'avaient pas le droit de prescrire les moyens de contraception. Donc, encore une fois, ça rentre un peu dans la liberté et le choix de la femme, le corps de la femme, que Audrey a pu parler tantôt, que la femme, dans le fond, après les années justement 1968, quand ça commence un peu avec le choix du corps de la femme, le pro-choix contre le pro-life, c'est aussi ça rentre en compte les droits et libertés de la femme. C'est elle qui a le droit de choisir dans le fond si elle veut garder l'enfant ou non, qu'est-ce qu'elle peut faire, la contraception et autres. Puis c'était surtout un lieu de consentement entre les couples. Donc c'est là aussi que ça s'est développé, tout ce qui était les droits et libertés du corps. Et en plus aussi sur le mariage, parce qu'il y a eu la loi sur le divorce qui a été adoptée dans la même année, en 1968, et que aussi celle sur le mariage civil. Donc c'était plus nécessairement le mariage à l'église, c'était on pouvait, enfant, à l'église, à moment on veut se marier, on était marié. Donc ça, encore aussi une fois de plus, c'était concernant les causes de liberté, ça rentre encore en cause là-dessus. Puis, finalement, ça a fait en fond avancer l'évolution des mentalités et l'égalité entre hommes et femmes.
que toutes ces conceptions-là, le mariage, les moyens de contraception et les droits et libertés, ça fait dans le fond bouger les choses tout au long du 20e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Et ça a permis dans le fond, de valoriser des unions libres qu'on a aujourd'hui aussi. Donc, je vais parler un peu du rôle de la femme et de l'homme dans la famille. Donc, on peut parler de la femme. Donc, un peu comme je disais, un peu les années 20 et 30, c'était beaucoup le mariage qui est important. Il y a aussi eu toute la question que les femmes, dans les années 1849, ont perdu le droit de vote avec les gens du clergé et autres. Donc, c'était surtout, dans ces années-là, c'était surtout la femme devait rester à la maison. On n'avait pas vraiment d'identité à l'extérieur de la maison. Elle devait rester à la maison, s'occuper des enfants, faire des enfants. Donc, tout ce qui était identité personnelle, elle, en tant que femme à l'extérieur de la maison, elle ne valait rien. Donc, c'était un peu ça. Donc, il y a eu tout le bras de combat avec les suffragettes qui se sont, manifestés pour faire valoir que, dans le fond, les définitions d'une personne, on pouvait, dans le fond, on peut dire, ensemble, ça donnait un ensemble qui incluait l'homme et la femme. Donc, par rapport à ça aussi, les femmes, ils se mêlent aux hommes et permettent d'être soumises à leur mari dans les années 20-30 et autres, et elles ne sont pas des instruites. Elles ne sont donc pas instruites et la plupart d'entre elles se consacrent à la famille. C'est un peu ce que je disais. Et les femmes qui étaient nées avant 1996 donnaient naissance à une moyenne de 8,3 enfants. Puis, dans leur vie, puis celles qui sont nées au tournant des années 20, donc un peu comme je parlais tantôt, c'est rendu entre 4 et 5 ans. Donc, c'est une diminution aussi avec la modernité. Finalement, la femme, au cours des décennies, on voit justement en 1964, la femme a cesse d'être inférieure à son mari sur le plan juridique. Donc, par rapport au mariage, la femme et l'homme étaient rendus égales au même niveau. Donc, elle est soumise à l'autorité paternelle et maritale. Et le clergé qui incitait les nouveaux mariés à appliquer après l'enfant les noces n'avait plus de droit sur le couple. Donc, ça peut aussi le couple qui se détachait du clergé, de la religion, donc un peu qui prenait leur libre choix entre leurs mains, puis la religion n'avait plus nécessairement de lien avec ça. Quand je parlais un peu tantôt de la contraception, justement, le débat du pro-choix et de la pro-vie, la femme qui prend le dessus sur son corps et qui prend ses propres décisions. Il y a, avec ça, avec les unions libres et le fait que, dans le fond, la loi du divorce existe, il y a plus de divorces qui prennent qui s'en suivent. Donc, il y a des familles reconstituées, remariées, et donc, ça s'en suit comme ça. Et il y a aussi la conciliation famille-travail que la mère, dans le fond, commence de plus en plus à prendre en main. Surtout avec les tournants de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, quand les hommes sont envoyés en guerre, la femme prend la place dans les entreprises et les machineries. Donc, on voit que la femme commence à développer des acquis. Donc, après ça, il y a toujours une petite crainte que quand il y a eu la fin de la guerre, que les femmes ne pouvaient, dans le fond, n'auraient pas voulu retourner à la maison parce qu'elles n'avaient pas, ne s'occupaient plus des enfants, qu'elles aimaient trop l'enfant de l'emploi qu'elle avait. Il y a eu un peu un petit débat là-dessus. Il y a des femmes que c'était pour elles, c'était vraiment important de retourner à la maison, d'autres que c'était mieux, dans le fond, de concilier les deux, de devenir indépendante financièrement, de développer leur propre salaire et d'élever les enfants aussi, et que le mari, dans le fond, prenne un peu la part des choses aussi, qui commence à s'occuper des enfants. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé à travers les décennies. Il y a encore aujourd'hui des femmes qui travaillent, qui sont femmes à la maison, qui font tout aussi bien, qui élèvent leurs enfants à la maison, et que le mari gagne un certain salaire, qui ramène de l'argent, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, il y a aussi des femmes d'entreprise aujourd'hui, comme on parle ici, il y a des femmes ici qui travaillent maintenant. Certains peuvent avoir des enfants, d'autres en voie de. Puis ça arrive souvent que même la femme peut avoir un très bon niveau salarial dans sa vie. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez une émission quand on était enfant qui s'appelait Les Races Moquettes, est-ce qu'il y en a qui connaissaient ça? Est-ce que vous vous rappelez d'Angelica, la petite fille? Son père était marié à la maison et sa mère était une femme d'entreprise assez haut placée. Donc c'est un peu des choses comme ça qu'on peut voir dans la culture qui se développe. Maintenant aussi, l'homme peut donner aussi homme à la maison et les enfants à la maison et que la femme, c'est elle qui gagne le revenu, et ainsi de suite.
Et là, le Québec, je pense, se distingue beaucoup du reste du Canada. Il y a beaucoup plus de femmes sur le marché du travail au Québec que dans le reste du Canada. C'est ça aussi dans tout ce qui est union libre, les familles constituées, le Québec, c'est soit les premiers ou les derniers. Ils se distinguent vraiment largement. Ben, le concept de congé parental qui a été amené par Pauline Marois, ça a été extraordinaire. Je crois que l'augmentation du nombre de femmes qui sont allées sur le marché du travail a connu un boom énorme grâce à la politique de congé parental que les hommes pouvaient prendre aussi. Puis on voit de plus en plus d'hommes qui prennent des congés, même des hommes qui ont des bons salaires, etc., qui n'hésitent pas à prendre le congé parental. Pour les non-québécois, ça va vous paraître bizarre, mais quand une famille a un bébé, l'homme ici peut prendre jusqu'à 1 an de congé payé par l'État pour s'occuper du bébé. L'homme? Oui. C'est 6 mois? 6 mois? 6 mois. Ok, c'est 6 mois. Oui, parce que le congé parental peut être divisé en 2. C'est ça. Sinon, il y a 5 semaines réservées à l'homme seulement. 5 semaines, mais c'est ça, mais il peut prendre... 6 mois si le couple... C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. On va passer dans le fond, avec la branche privilégiée par rapport à l'homme, on va passer à l'homme dans la famille. On voit la photo ici, c'est Maurice Richard avec son fils. Donc, on voit un peu le lien le père et le fils qui s'étaient là, parce que c'était surtout, dans le fond, le père c'était le maître dans la famille. Et aussi le grand-père. Au début, c'est quand le grand-père avait comme ses enfants, les petits-enfants et autres, il devenait le maître de la famille. Regardez, ça c'est ma famille, j'ai bien fait ma job, je suis heureux, ça c'est pour moi. C'était ça, c'est à moi. Donc c'est ça qu'on parle de maître de la famille. Comme on parle à la photo, le père protégeait et éduquait son enfant à l'extérieur, surtout le fils, seulement le fils. On amène le fils, bon, un peu, on va montrer le champ avec la ferme, ça c'est comme ça que ça fonctionne. C'était surtout on éduque avec les mains, avec le travail des mains. La femme, elle apprenait d'enfant la fille, c'était le travail à la maison, donc la cuisine, coudre et autres. C'était vraiment les bases, c'était chacun avec... Les filles étaient éduquées avec la mère, le père éduquait le fils. Quand il travaillait, bon ben là les deux enfants étaient avec la mère, puis donc c'était l'éducation au souper et autres. Donc c'est ici. Par rapport à, si on peut dire, un heure de famille, la famille se construit autour du père. Donc les enfants et la mère portent le nom de famille du père. Encore ici, c'est encore, peut-être mondialement, c'est encore fréquent. Ici au Québec, on peut avoir les familles d'enfants avec les deux noms du parent dans le nom de l'enfant. Ou certains cas, certains choisissent le nom du père pour un enfant et le nom de famille de la mère pour l'autre enfant. Donc c'est encore très fréquent. Surtout au Canada, c'est encore pour le nom du père qui domine. Nous, au Québec, on a aussi certains compromis, si on peut dire, les deux noms sont. Et pour les noms québécois, en France, ici au Québec, les femmes n'ont pas le droit de prendre le nom de leur mari quand elles se marient. C'est ça. Voilà. Quoi? C'est interdit. Une femme ne peut pas prendre le nom de son mari. Depuis une loi qui a été votée en 1981. Non, je parle de la femme elle-même. Alors je sais qu'en France, moi je vois encore des jeunes qui se marient, et puis les jeunes femmes d'aujourd'hui changent de nom quand elles se marient. Ici c'est interdit depuis 1981. Aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Les femmes prennent le nom. C'est l'enfant qui va avoir encore le nom de famille du père, mais la femme ne devient plus madame avec le nom du mari et son nom de famille. C'est ça. Mais vous, pour les Québécois, ça vous paraît bizarre, mais dans le reste du monde, dans les sociétés patriarcales, patrilinéaires, c'est comme ça encore. Ok. Surtout aux États-Unis, on peut voir ça surtout avec les gens catholiques aux États-Unis, c'est très que l'homme, l'enfant, va avoir sa femme va prendre son nom de famille, c'est toute une question de société qui évolue à travers le temps. Aussi, le père devait veiller à la sécurité de ses frères et sœurs et de ses parents à lui. Donc, si il y a des problèmes financiers et autres, le père devait s'en occuper. Il y avait souvent des problèmes un peu, vu qu'il y avait une pression sociale que les hommes devaient éduquer les enfants, devaient être fermes, ne devaient pas montrer ses sentiments, ne pas pleurer, ne pas se plaindre. Et l'autorité, ça pouvait faire en sorte que des fois les hommes pouvaient développer un peu,
qu'on pouvait dans le temps, c'était pas, mais des dépressions ou un peu des remises en question soi-même. Et des fois, ils fuyaient la famille. Donc, ils s'enfuyaient, donc la femme devait élever seule les enfants. Donc, c'est soit qu'ils s'enfuyaient, qu'ils allaient vivre leur vie ailleurs, ou qui, dans le fond, s'enfonçaient dans la colle et autre chose de ce genre. Donc, on va parler de la maison paternelle. On va faire la maison paternelle avec aussi les pièces de la femme. La maison paternelle, c'est la maison du mari, ça appartient à lui. C'est soit qu'il l'a acheté dans une terre ou c'est ses parents à lui ou des descendants à lui qui l'ont donné. Et donc, ça déconstruit avec des mains d'homme, donc il faut que ce soit dans le fond une maison qui garde le profil de l'homme, sauf dans la cuisine où la cuisine, ça appartient à la femme. Donc, la cuisine, c'est à la femme, c'est sa pièce à elle, c'est là où développe, dans le fond, l'éducation des enfants avec le mari aussi. C'est là où il y a les échanges de discussions avec la femme, le mari, les enfants, et c'est là aussi qu'il y a les disputes. C'est vraiment, la cuisine, c'est le lieu symbolique de cet endroit-là. C'est le lieu, dans le fond, d'échange, on peut dire. Et donc, ça veut dire que les femmes n'avaient pas d'endroit à elles. Non, c'est ça, exactement. À part la salle à coucher, non, ben, même pas partagé. Et donc, il y a un livre très célèbre dans l'histoire du féminisme de Virginia Woolf qui s'appelle « Une chambre à soi », dans lequel elle dit une femme qui veut s'émanciper, elle doit avoir sa pièce, son espace à elle. Donc, c'est ça aussi pour mener à ça. Bon, ben, c'est ça, la cuisine, c'est son lieu à elle, je peux dire. Il y a juste le salon un peu qui dans le fond, c'est un peu des décisions communes, mais ce n'est pas encore sa pièce à elle. C'est une pièce entre les deux ont décidé, bon, la peinture, on peut faire cette couleur-là, on peut mettre cet immeuble-là. C'est vraiment la pièce où les deux peuvent prendre leurs décisions sur le décorer, mais le reste, c'est l'homme. Puis aussi la chambre à coucher, ben, c'est le milieu pour faire des enfants. C'est aussi un berceau qui va être à côté du lit jusqu'à ce que la mère tombe en ménopause pour faire des bébés. Puis enfin, le bébé à sa naissance, c'est dans le berceau. Puis après, il y a plusieurs chambres à la maison, puis après, on les met dans les chambres. Donc, ça dépend quand même des milieux sociaux parce que, en tout cas en France, chez certains bourgeois et aristocrates, les femmes avaient quand même des fois des boudoirs, enfin comme des petits espaces à eux, voire leur chambre. Quelquefois dans certaines familles, chacun a leur chambre, comme chaque personne du couple, puis ils se retrouvaient dans l'une ou l'autre. Mais je pense que la cuisine comme lieu de vie familiale, c'est surtout dans une certaine classe sociale. Enfin, je pense que... Mais ça, c'est le Québec, je pense. C'est pas mondialement. Oui, mais ça n'empêche que c'est une super belle piste, parce que c'est du vivre ensemble dans l'espace domestique, mais de voir, justement, peut-être en tout cas, vous pourriez ajouter peut-être des comparaisons, demander justement à quelques personnes de la classe comment, dans l'espace domestique, les hommes et les femmes vivent ensemble, puis les adultes et les enfants. Parce qu'au Québec, la cuisine, là, c'est le centre de tout, alors qu'en France, c'est le salon. La cuisine, c'est un laboratoire où, tu sais, c'est tellement différent, là. Et dans d'autres... En Afrique, mettons, c'est... La grande cour de la c'est la cour, c'est ce que j'allais dire. La concession. C'est dehors. C'est grand, et donc, oui, tout le monde se retrouve pour partager le repas. Et puis, c'est vraiment dehors. C'est dehors. Et les femmes, les épouses dans les villages, en tout cas plusieurs... Parce que j'étais au Kenya, il y avait un endroit où on voyait toutes les habitations selon les peuples, quoi, les différents peuples du Kenya. Et on voyait, chaque femme avait, selon son rang dans la famille, avait sa case. Donc avait au contraire son espace privé, le premier fils, la première femme, la deuxième femme, etc. Je voulais juste ajouter un petit exemple par rapport à ce que je disais tantôt et par rapport à ce que Florence a dit, c'est qu'en France, dans certaines familles, il y a le salon, la salle à manger et la salle qu'on appelle la salle de séjour. Donc ça montre vraiment par cette expression que c'est une salle où c'est un lieu de vie, c'est là où on séjourne, qu'on reçoit les gens qui... Et c'est pas la même chose que le salon? C'est pas la même chose que le salon? Bah, je pense que ça dépend des familles, mais enfin moi, chez mes parents, c'était comme ça. Et moi j'ai un souvenir de séjour, mais pour moi c'était comme le salon, la même chose. Mais en tout cas, il y a cette expression. Oui, salle de séjour, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir justement quelle pièce représente quoi pour la culture pour la famille. Puis je vais revenir un peu avec ça dans la culture familiale. Dans le fond, l'homme à travers les signes, donc l'homme apprend un peu à se détacher du rôle un peu autoritaire et sans émotion. Peut-être qu'il faudrait que tu accélères un petit peu. Il est 10h30, un petit peu plus vite. Dans le fond, c'est ça, il est un peu plus à l'écoute de sa famille, plus axé sur les émotions, plus axé sur l'éducation des enfants, donc c'est un peu plus
mouvement, dans le fond, de travailler ensemble et de collaborer à l'éducation d'enfants. C'est comme ça que l'homme, dans le fond, devient après les années. Et j'ai une petite pub ici, donc vous laissez la regarder. Here is my handle and here is my spout. When I get all scooped up, then I shout. Tip me over and pour me out. Oh. The smallest moments can have the biggest impact on a child's life. Take time to be a dad today. Donc ça montre un peu prendre le temps d'être un père et de prendre l'éducation de ses enfants en main, de collaborer avec l'éducation avec le travail de la femme aussi. Donc je vais parler des partages des tâches, un peu comme j'ai parlé avec plus haut, le rôle de la femme et de l'homme, c'est quand même été bien déterminé. C'est surtout en tradition et égalité que dans le fond c'est les classes religieuses un peu qui incitaient dans le fond les femmes devaient faire la cuisine, s'occuper de l'éducation et les hommes travaillaient, ramenaient l'argent et faire la discipline aux enfants. C'était à peu près ça dans le fond, partager les tâches en gros. Puis encore une fois, à travers la société, ça a évolué que là c'était rendu un consensus que chacun faisait sa part également, ou selon comment il se consultait. C'est encore un sujet de controverse aujourd'hui, parce qu'on voit encore, il y a dans les enquêtes qui se font sur la répartition des tâches, qu'il y a des tâches, c'est pas complètement égal non plus. Pas forcément en termes de temps, mais le type de tâche, le type de responsabilité. C'est vraiment la discussion, le consensus, c'est le vivre ensemble dans sa plus pure expression au quotidien. C'est chacun de son goût. Non, je fais pas la vaisselle, tu vas la faire, mais j'ai pas d'aspirateur l'autre jour, c'est pas grave, moi je suis revenue travailler, je suis fatiguée. C'est toutes des choses comme ça qu'il faut apprendre à concilier dans le fond, les émotions de l'autre, comment l'autre se sent et vit, pour ensuite revenir à un consensus. C'est encore ça, je trouve, le débat. Puis dans l'éducation des enfants, c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est un combat parce que c'est incroyable comme spontanément quand même les filles vont se sentir obligées d'aider alors que les garçons ont très facilement une mentalité de les autres sont à mon service. C'est un combat perpétuel. Moi qui ai 3 garçons là, en tout cas. C'est ça. Il y a une petite vidéo, je vais juste montrer 30 secondes vidéo. On a trouvé ça sur un site d'enfants, c'est pour s'inspirer de ce qui était distribué dans la Bible de la bonne épouse, ce qui était distribué par la religion. C'est une vidéo un peu parodique, si on peut dire, qui illustre les 8 étapes, dans le fond, de qu'est-ce qu'une bonne épouse. Dans ces livres pratiques pour les jeunes femmes, nous vous révélerons tous les secrets essentiels au bonheur total d'un homme et bien sûr de sa femme. 1. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée. C'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Pendant le mois les plus froids de l'année. Donc c'est ça, étape 1. Et allumer le feu dans la il y a 8 autres étapes. Donc, soyez prête, accueillez votre mari, que le repas soit prêt. Ne parlez pas de vos sentiments de vos parents. Mon mari a déjà une grosse journée, écoutez-le à la place. Soyez prête pour le lit. Souvenez-vous, l'enfant, mettre un masque dans le fond de base pour votre visage avec des cocons. Faites ça quand il est couché, pas quand il est à côté de vous, parce que ça peut le traumatiser. C'est tout des exemples comme ça. C'est vraiment, c'est un peu dans ce style-là. Ça paraît parodie, là, mais c'est un extrait pour vrai d'un livre de c'est vrai, des titrés qu'eux ont mis un peu. Je sais pas si vous avez. En France, quand on se marie, quand les gens se marient, ils ont des livrets de mariage, je sais pas si c'est pareil au Québec. Mais moi j'avais ouvert celui de mes grands-parents, en fait, dans le livret de mariage, c'est l'acte de mariage. Et je l'avais ouvert, donc ils se sont mariés en 56. Et à l'intérieur de ce livret de mariage-là, en fait, c'était exactement ça, mais c'était incroyable. Il y avait 10 pages comme ça, c'était marqué d'être prête pour son mari, que voilà, il a une journée. Mais le fait de le voir écrire dans un livret de mariage, c'est remis par l'État. Il y avait 10 pages comme ça, comment éduquer les enfants aussi. Puis il y a eu aussi la place de la religion, évidemment. Voilà, d'aller à la messe tous les dimanches. Mais que ce soit donné dans un livret de famille, et ça, c'était donné à tout le monde. Enfin, et c'était, moi j'ai trouvé ça incroyable, 10 pages comme ça dans un livret de famille. Que la place du mari était bien plus importante que celle de la femme, puisqu'en fait il n'y avait rien pour elle.
c'était donner des ordres à la femme pour comment rendre la vie de son mari plus joyeuse, mais la concernant. Mais vous savez ce qui est écrit dans le mien, et c'est délivré également par l'État, c'est écrit « L'homme est le chef de la famille et à ce titre, il est obligé de survenir aux besoins de la femme et de toute sa famille. La femme peut aider si elle peut. » C'est ce qui est écrit. Dans ton livret de mariage. Oui, dans mon livret de mariage. Donc, parfois, oui, chez nous, l'homme a toute la charge de la famille, qu'il est obligé de subvenir aux besoins de la famille. Et puis, pour la petite histoire, jusqu'à mon départ du Togo, je travaillais pour le gouvernement fédéral. Mon épouse également, elle travaillait, mais c'est moi qui payais le loyer. C'est moi. Et puis, je paye l'électricité et le loyer. Je suis obligé de dégager une certaine somme également sur mon salaire, puisqu'on n'a pas de compte conjoint, c'est pas comme ça fonctionne ici. Et en plus de ce que je paye le loyer et l'électricité, je dois dégager une somme qu'on appelle l'argent du manger de la famille pour tout le mois, et je donne à la femme. Donc parfois, c'est pourquoi peut-être qu'à la fin, on reviendra dessus, pour enrichir davantage l'aspect famille et puis mariage, il faudra peut-être jeter un regard beaucoup plus large, quitter le cadre du Québec. Et quand vous prenez l'Asie et l'Afrique représentent plus de 80% de la population mondiale, hein, donc ça veut dire que même parfois en analysant juste l'Afrique et l'Asie, ça peut donner d'autres choses plus intéressantes et ça va enrichir davantage cet aspect-là. Et puis, mais en même temps, en Afrique, traditionnellement, dans certaines, pas dans le monde de la fonction publique urbain, mais dans les villages, les femmes sont responsables de nourrir les enfants. Et parfois, les maris ne leur donnent jamais d'argent. Et moi, j'ai vu au Burkina Faso des femmes qui travaillaient des heures et des heures pour ramasser un peu de nourriture pour leurs enfants, alors que le père allait faire la fête, etc. Donc, il y a eu une influence peut-être coloniale dans ce livret de famille par rapport au monde traditionnel. Oui? Je ne sais pas, mais ça rejoint une réalité chez nous. Les hommes qui se considèrent plus importants s'occupent seulement des affaires importantes de la famille. Mais important, ça ne veut dire rien. Ça veut dire qu'ils ne s'occupent plus au quotidien. C'est leur femme qui doit tout faire, qui doit gagner la vie, s'occuper des enfants, trouver la nourriture, etc. Eux, par chance, les hommes, ils trouvent de l'argent pour contribuer à la construction de leur maison, etc. Mais ça ne marche pas pour tous les cas. Du coup, c'est une belle excuse pour ne rien faire. Donc, fait la prise de décision de la famille et les rapports de force. Donc, je commence avec, c'est rendu l'entraide pour le bien de l'enfant. C'est vraiment l'enfant qui est mis de l'avant. Il y a aussi, dans le fond, ce qu'on peut appeler une certaine unité entre les enfants, dans le fond, donc on peut avoir l'attention, si on a plusieurs enfants, on veut l'attention du parent, ou des fois quand l'enfant est plus jeune, c'est un peu le chouchou des parents, on fait un peu des disputes là-dedans. C'est tout un peu le rapport de force que les enfants peuvent créer entre eux et par rapport aux parents. Donc c'est tout un peu une conciliation qu'il peut y avoir là-dedans. Puis finalement, il y a ce qu'on peut appeler, dans le fond, quand il y a divorce, dans le fond, ça peut créer une compétition entre les parents selon l'éducation de l'enfant. Ta mère, elle veut-tu te coucher à 10 heures? Tu peux coucher jusqu'à 11 heures chez nous, il n'y a pas de problème, c'est un peu ça. C'est vraiment commencer à favoriser l'enfant, dire l'enfant m'aime plus que toi, puis c'est rendu un peu de compétition. Donc ça peut commencer à devenir un rapport de force important. Puis dans le fond, ce qu'il faut prioriser, c'est l'éducation des enfants. Donc on parle prochainement de la relation parent-enfant. Puis ici, dans le fond, vite fait, c'est ce qui s'appelle la bénédiction paternelle. Donc, c'est l'aîné qui demandait au père, est-ce que tu peux nous bénir? Donc, il bénissait ses enfants, petits-enfants. Donc, c'était souvent pour montrer un peu l'image patriarcale qu'il y avait dans le temps. Ben, chez nous, c'est encore ça. Au jour de l'an, quand je suis dans ma famille, mon oncle demande à mon grand-père, papa, est-ce que tu pourrais nous bénir? Et tout le monde, arrière, petits-enfants, cousins, conjoints, etc. On se met à genoux, le grand-père nous souhaite de la santé pour le reste, puis après on se lève, on se donne l'enfant. Je suis déjà comme ça. Moi, je ne le fais pas chez nous. Nous, on n'est pas vraiment croyants pratiquants. Donc, mais j'ai déjà été chez mon ancien copain que lui aussi le fait. Donc, ça fait un peu à chaque moment de voir ça. Je bouge pas habitué. C'est vraiment un peu. Est-ce qu'une grand-mère pourrait le faire? Oui, vos familles le font. Ça fait grand-mère. La mienne nous a bénis. Mais là, il faut dire que mon grand-père est mort. Mais c'est quand même bien d'annuler la tradition. C'est quelqu'un qui a pris la relève, ça peut le faire. Oui. Donc, relation parent-enfant, un peu comme je parlais aussi, on parle de la discipline physique de l'homme, etc., à venir, dans le fond, à
au renforcement positif. C'est surtout rendu ça, c'est pas grave, t'as fait une erreur, ça arrive, sauf si c'est récurrent, donc évidemment, une petite punition dans le coin, etc. Mais c'est surtout ici, au Québec, on n'a pas le droit de frapper son enfant, c'est interdit, il y a des règles là-dessus, la DPJ aussi, c'est des cas comme ça, la DPJ vient, puis on peut passer en justice, donc je ne sais pas comment ça se passe autrement ailleurs dans les régions du monde, mais ici, dans le temps où on avait le droit d'enfant avec une règle, frapper l'enfant, ou une petite claque en la tête, mais aujourd'hui c'est rendu l'enfant interdit. Puis c'est vraiment maintenant, c'est écouter l'enfant, c'est mettre l'enfant au cœur de la famille en priorité, puis c'est besoin précisément de l'aider à se développer pour l'enfant. Oui, je ne sais pas, en France, est-ce que c'est interdit maintenant la fessée, la violence physique contre les enfants aussi, hein? C'est interdit. C'est interdit en France maintenant? C'est interdit il y a 2 ans, c'est ça, c'est très récent. Cet été, j'étais en Italie. Vous allez voir. Puis il y avait une Française avec son enfant au restaurant. Puis elle dit, alors Frédéric, si tu continues, tu vas avoir une fessée. C'est une fessée. Je frissonnais. Je me disais, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'ils ont le droit de donner des fessées? Puis j'ai demandé à mes collègues, c'est quoi une fessée? Toi, ils me disaient même avec des bâtons. J'ai jamais reçu ça. Puis ça se fait au Vietnam. Ça se faisait en France avec des bâtons. Non, mais en France, moi j'ai vu encore, il y a des parents qui donnent des claques. Hein? Des claques. Tu en as eu des claques? Vous en avez tous? Je comprends. Il y a de quoi? Non, dans le visage. Dans le visage. Mais c'était au Québec, on n'a pas. On en a plus. On peut le droit de faire ça, pas dans l'endroit public comme sur une fessée. On appelle la DPJ. On appellerait la DPJ. Ben, même en privé, c'est assez Ah, c'est Puis finalement, je parlais peut-être de la culture familiale, un peu quand je parlais avec la famille et les croyances. En fond, c'est les enfants qui peuvent être face à la croyance parentale. Donc, par rapport à la religion, la spiritualité, on peut aussi transmettre ses valeurs à l'enfant, pouvoir. Au début, c'était surtout transmettre ses valeurs et c'est imposé. Donc, la religion, catholique, ici surtout au Québec, c'était la religion catholique, c'est ce qui va se passer, tu vas te marier, etc. Là, maintenant, ici, on a plus un genre de liberté, surtout dans certains cas, c'est encore un peu dans la famille traditionnelle, mais surtout ouvert vers la pensée critique de l'enfant, c'est de soit suivre les traditions s'il veut ou s'en détacher, avoir d'autres croyances, et aussi, bon, un peu faire un lien avec ceux qui ont parlé de la religion, mais il y a le cours éthique et culture religieuse, qui maintenant est arrivé aux écoles primaires secondaires pour développer l'ouverture sur les autres cultures à travers le choix, donc ça devient vraiment un libre choix de l'enfant et de la famille de décider un peu ce qu'il veut faire comme sa culture. Ça peut être aussi tradition à Noël, donc justement parler de la bénédiction. Ça peut être, bon, mais est-ce que les gens voient la ministre de minuit, est-ce qu'il y en a d'autres que non, je sais que j'y vais pas, mais je sais qu'il y a des familles qui le font encore. C'est vraiment toutes des traditions, des cultures qu'on peut transmettre à ses enfants plus tard. C'est vraiment ça, un peu le développement dans les rapports de famille. Donc, j'ai laissé la place à Pierre qui va parler. L'homosexualité. Ouais. Est-ce que tu peux te rapprocher, comme ça tu seras près de l'écran en même temps? Ok, bonjour. Mon nom c'est Marie-Pierre, je vais parler de l'homosexualité. Donc, une petite définition générale, je ne la lirai pas. En fait, l'homosexualité réfère à l'attraction sexuelle ou émotionnelle, ou émotionnelle envers un membre du même sexe que nous. Ça peut se traduire aussi par des rapprochements physiques, comme ça peut seulement être psychologique. Mais souvent, quand on dit que quelqu'un est homosexuel, c'est quelqu'un qui entretient des relations amoureuses avec des personnes du même sexe. Je pense que je vous apprends. Donc, il y a tout le spectre LGBTQA. Souvent, on entend seulement parler des LGBT, puis maintenant, avec l'éducation, les autres sortent du placard et on en entend parler beaucoup plus. Donc, si on y va rondement, donc L, c'est pour lesbienne, donc une femme attirée envers les femmes. Gay, c'est pour les hommes qui sont attirés envers les hommes. B, c'est bisexuel, c'est les gens qui sont attirés autant envers le même sexe que le leur, que le sexe opposé. Transsexuel, c'est quelqu'un, en fait, puis on pourrait rajouter transgenre aussi. Transsexuel, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas au sexe avec lequel il est né et qui décide de faire une transition. Transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au sexe avec lequel il est né, mais qui n'inclut pas nécessairement une transition physique par des moyens chirurgicaux. On va y revenir tout à l'heure. Le Q, c'est encore un débat dans la société LGBTQA qui
qu'est-ce que c'est, un queer? Un queer, en général, c'est quelqu'un qui se trouve dans une zone grise par rapport à son genre et son identité sexuelle, son orientation sexuelle, ou en questionnement, en fait. A pour asexuel, donc les gens qui n'ont pas d'attirance ou de désir sexuel, donc peuvent être attirés envers quelqu'un, mais pas sexuellement. Ça ne veut pas dire que les asexuels ne sont pas cool. C'est plus compliqué que ça, mais juste parler de ça, ce serait un autre 3 heures, on n'a pas le temps. Donc on fait un petit historique. C'est difficile de faire un historique de l'homosexualité car ça fait longtemps que ça existe, en fait, depuis le début des temps. Mais si on y va avec un événement qui a été très marquant en fait en Amérique du Nord, ce sont les Stonewall Riots. C'est arrivé en fait dans le Greenwich Village à New York. Donc ce village-là est encore aujourd'hui le village gay de New York, mais c'était le village gay non officiel où les homosexuels, les transsexuels, les drag queens, etc. se rencontraient et bien, avaient une vie sociale. Et les relations entre la police locale et les homosexuels n'étaient pas nécessairement très amicales, si on peut dire. Donc, à chaque fois que les policiers avaient une raison pour frapper sur la tête des homosexuels, ben, ils la prenaient. Et c'est arrivé enfin vers 1h du matin, le 28 juin 1969. Il y a eu un raid policier au Stonewall Inn, qui était un club avec, où les homosexuels allaient, où il y avait des spectacles de drag queen. Puis ils sont venus avec un mandat de recherche ils s'étaient fait dire qu'il y avait de la vente d'alcool illégale. Donc, puisqu'il y avait une vente d'alcool, pour de vrai, les policiers n'ont pas posé plus de questions, même pas vérifié s'il y avait une licence ou rien, ils se sont mis à arrêter des gens. Et pour la première fois, les homosexuels ont décidé de répliquer. Il y a eu une foule, en fait, qui s'est amassée autour du Stonewall Inn. À chaque fois que quelqu'un est arrêté, il était mis dehors pour attendre d'être amené au poste. Et quand il y en a eu un qui a décidé de refuser de faire une certaine opposition, et toute la foule qui était autour s'est mise à prendre des cailloux et des pièces de monnaie et les lancer aux policiers. Les policiers ont été obligés de se barricader à l'intérieur du bar pour se protéger. C'est viré en riot. Les homosexuels, c'était la première fois qu'ils utilisaient la violence pour défendre leurs droits. Et ça a été vraiment le jour où, en fait, toute la fin de semaine qui a suivi, qui était le premier mouvement de revendication des droits homosexuels aux États-Unis. Donc, je parle ici de Marsha P. Johnson parce que pour plusieurs, ça a été elle qui était l'instigatrice. En fait, c'était une femme transsexuelle qui, se donnant ce spectacle-là, elle était très connue. Elle était noire d'ailleurs, c'est important de le préciser. Elle était très connue par les gens du Greenwich Village et elle était un peu perçue comme la leader du mouvement. D'ailleurs, ce que je trouve vraiment drôle par rapport au Stonewall Inn, c'était dans un journal à vocation un peu libertaine. Homo Nest Raided, donc un nid d'homosexuels a été envahi. Queen Bees are stinging mad. Les Queen Bees, ce sont les drag queens qui en fait ont aidé le mouvement en fait, qui ont répliqué are stinging, qui piquent et qui. Donc d'ailleurs, cet événement-là, les Stonewall Riots, c'est un peu l'ancêtre de la marche, la Pride en fait, la marche de démonstration homosexuelle. C'est sûr qu'au départ, cette marche-là était beaucoup plus politique. C'était un mouvement très fort de revendication, tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt une espèce de célébration de l'identité sexuelle qui est différente. Donc, ici, on parle un peu de la transsexualité, qu'il ne faut pas confondre avec travesti, en fait. Un transsexuel n'est pas un travesti. Un travesti, c'est quelqu'un qui fait du cross-dressing, qu'on appelle. C'est beaucoup des mots anglophones parce que la littérature, par rapport au genre, est beaucoup américaine, en fait. Ce sont des gens qui, par exemple, un homme qui s'habille en femme pour le plaisir, mais qui ne s'identifie toujours en tant qu'homme. Il faut aussi faire la différence entre transsexuel et transgenre. J'en ai déjà parlé un peu. Le transsexuel, c'est quelqu'un qui prend des mesures pour changer de sexe biologique parce que dans sa tête, il ne s'identifie pas au sexe avec lequel il est né sur son contrat, sur son acte de naissance. Une personne transgenre veut que son apparence reflète le sexe, le genre avec lequel il s'identifie, mais ne veut pas nécessairement aller jusqu'à changer le sexe ou se faire l'ablation des seins, par exemple, pour une femme qui s'identifie en tant qu'homme. Donc on passe rapidement. D'ailleurs, ici, on a le logo, c'est les transgenres. Donc allons-y avec un sujet plaisant, l'homophobie. Donc l'homophobie est la peur culturellement produite et les préjugés contre les homosexuels qui se manifestent parfois dans les restrictions légales, dans des cas extrêmes,
de l'intimidation et même de la violence contre les homosexuels. Donc ça peut être, l'homophobie peut être très flagrante, donc traiter quelqu'un de fif, ou ça peut être institutionnalisé comme les lois en fait qui sont contre les homosexuels. D'ailleurs, on pense que l'homophobie, il y en a beaucoup moins. C'est peut-être vrai, mais ça existe encore et par chez nous. On parle d'un événement qui s'est passé au Boudoir, qui est un bar en Basse-Ville de Québec, où il y avait un couple homosexuel qui était là, qui prenait un verre, et ils dansaient ensemble. C'était pas suggestif selon les nombreux témoignages qu'il y avait là. Et il y a un gardien de sécurité qui les a approchés, qui lui ont dit on ne veut pas de ça ici, il y a un autre bar à Québec pour ça, soit vous arrêtez, soit je vous mets dehors. À Québec. Voilà. Puis supposément, en fait, le Boudoir est un endroit gay-friendly à Québec, sans être un bar gay. Et voilà, ça a été... le dénouement de ça, c'est que le garde a été mis dehors, il a été suspendu, ensuite il a été mis dehors. Ça a fait un tollé dans les médias quand c'est arrivé en 2014. Ouais. C'était inconcevable en 2015, c'est ouais. Quotidiennement, tu peux entendre vraiment Oui, l'homophobie, justement, j'y parle. Tout ce qui est les injures qui paraissent un peu, comment je pourrais dire, quotidiennes. Je sais pas, moi, il y a 2 joueurs de hockey qui jouent au hockey, il y en a un qui tombe à terre, qui se fait mal, qui essuie une larme. Hey, t'es bien fif, là. Ouais, non, arrête. Tous les mots comme fif, tapette, win, pépé, fifi et j'en passe, il y en a plusieurs comme ça qui sont en fait des mots pour diminuer une personne homosexuelle. En fait, c'est très lié au stéréotype qu'un homme homosexuel, c'est sûr, il est efféminé, c'est certain. C'est, en fond, une grande feuille dans le corps d'un homme, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est le stéréotype qui est véhiculé. Et ces stéréotypes-là, qui paraissent un peu innocents, font très mal à la communauté homosexuelle parce qu'un homme masculin qui est homosexuel n'est pas pris au sérieux parce que, voyons donc, t'es bien trop beau, ça se peut pas. C'est parce que t'as pas rencontré la bonne. Bref, c'est un peu un déni de l'identité de cette personne-là. Et au contraire, une femme lesbienne est nécessairement masculine et travaille dans une ferme et fait de la construction et tout. Ce qui fait, en fait, ça crée un autre, j'avais même pas prévu d'en parler, mais ça crée un autre phénomène, en fait, l'effacement des lesbiennes. Les lesbiennes qui sont très féminines sont assumées hétéros automatiquement comme ça et sont pas connues par leur père. Ils s'en plaignent beaucoup puisqu'ils peuvent rencontrer aucune fille parce que justement, ils paraissent pas lesbiennes, il faudrait inventer un code, mais bon, ça marche pas comme ça dans les... Et ça, c'est souvent utilisé dans les films quand même, ces ambiguïtés. Oui, mais ça commence. Il y a beaucoup de films indépendants, en fait, qui, par exemple, qui racontent l'histoire de lesbiennes. Si je pense à La vie d'Adèle. Ouais. Les 2 femmes qui jouent des lesbiennes sont très féminines, ce qui est rare, ce qui est bien. On assiste à un changement, puis c'est un film qui a gagné énormément de prix. Mais même dans Intouchable, le film Intouchable qui joue là justement sur les rapports entre noir et blanc, riche et pauvre, mais il y a aussi une femme très féminine, là, vous vous souvenez, qui plaît aux garçons, puis finalement elle est lesbienne, elle l'a fait marcher. Ouais. Et dans cette affaire, on parle sur la vie d'Adèle, j'ai vu beaucoup de choses comme quoi il y avait des critiques sur les scènes de sexe en disant que c'était une vision hétéronormée de l'homosexualité. Et qu'au final, beaucoup de lesbiennes, c'était pas du tout reconnu dans ce film, que c'était pas du tout comme ça que ça se passait, blablabla. Enfin, après, on peut être d'accord ou non, mais elle disait que vraiment il y avait ce côté toujours principal qui dominait, qui était la vision hétérosexuelle sur un acte sexuel homosexuel. Ouais. Après, je sais pas, je suis pas forcément d'accord, mais je dis juste que j'ai... Ouais, ben je vais faire mon commun. Je suis lesbienne. Pour avoir vu le film, j'ai pas eu cette réflexion-là. J'ai trouvé que pour une fois, c'était une scène sexuelle entre femmes qui n'était pas faite pour l'œil de l'homme. Ça non plus, j'avais pas pensé en parler. Mais souvent, les lesbiennes, c'est perçu c'est le fantasme des hommes hétérosexuels, coucher avec 2 femmes. Alors que, tu sais, les lesbiennes, c'est pas intéressant par toi, l'homme hétérosexuel. Puis souvent, quand il y a des scènes de sexe entre 2 femmes, si je pense à Black Swan,
Le signe noir. Il y a une scène de sexe lesbien et j'ai trouvé que c'était pourri. Puis c'était vraiment fait justement pour l'œil de l'homme hétérosexuel. C'est un autre enjeu que je n'avais pas planifié aborder ici parce que c'est juste un exposé. Je vais en parler dans le chapitre. Il y a vraiment une grande sexualisation des lesbiennes, ce qui fait que on a l'impression que les lesbiennes sont mieux perçues dans la société que les hommes homosexuels, mais en fait c'est tout le contraire. C'est une sexualisation, c'est pas... c'est un mal pour un bien. Là. Mettons que moi et ma copine, on marche dans la rue, on se tient la main, on va moins se faire tirer des roches que si un homme fait la même chose avec son chum. Par contre, notre sexualité est très... si je pense sur les films, sur les sites de pornographie, combien il y a de films de lesbiennes faits pour les hommes, des actrices qui font semblant d'être lesbiennes. Ça pourrait être long, là, mais c'est pas mieux accepté en bout de ligne, je trouve. Culturellement, c'est juste plus sexualisé. Parlons de la biphobie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé souvent. En fait, la biphobie, ça ressemble à l'homophobie, mais la discrimination est différente dans le sens que la biphobie peut provenir des gens qui sont homosexuels autant que des gens qui sont hétérosexuels. Si je pense à une femme bisexuelle, un homme va lui dire « Ah, tu dis juste ça pour être intéressante, en fait, t'aimes juste les hommes. » Ou en contrepartie, si elle veut sortir avec une autre femme, la femme va faire « Ah, je suis pas sûre, peut-être que je serai pas assez, peut-être qu'il va te manquer l'appareil, je veux dire, le pénis de l'homme, tu vas t'en ennuyer, tu fais juste ça pour avoir de l'attention. » Ou dans l'autre extrême aussi, « Ah, tu dis juste bisexuel parce que t'es pas complètement passé l'autre bord, t'es pas complètement homo, t'es pas prête à te lever. » Donc il y a les bisexuels qui sont vraiment bisexuels, en fait, toute leur vie doivent se battre contre l'idée que c'est seulement une phase en vue d'être homosexuel. Alors que la bisexualité existe pour vrai. Ça ne veut pas dire, je connais des gens bisexuels qui sont en couple depuis très longtemps avec un sexe ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils s'ennuient de l'autre sexe, c'est juste une nature. Ça ne veut pas dire non plus que ce sont des personnes qui ont besoin de sortir avec des gens des deux sexes en même temps. Il y a le phénomène du viol collectif, hein? Le viol collectif pour justement, supposément corriger la sexualité de femmes qui sont lesbiennes en Afrique du Sud. Oui. Puis en Afrique du Sud, dans les pays musulmans aussi, parce qu'en fait, ils sont brisés, puis tout ce qui ça leur prend, c'est une bonne base. Ouais. Mais sans aller jusque dans le viol, tu peux entendre beaucoup de commentaires, je veux dire, même ici au Québec. Tu sais, que ce soit de « Ah, ben ça, c'est juste parce que tu n'as pas rencontré l'homme qu'il te fallait. » Ah, ben oui, c'est ça, hein, tu sais. Puis, au-delà de ça, des commentaires aussi du style « Ah, mais c'est du gaspillage, là, c'est parce que, tu sais, c'est tellement du gaspillage. » Mais pourquoi ce serait du gaspillage? Ben oui, je veux dire, quand un homme attrayant fait son coming out d'homosexuel, combien de matins on va entendre dire « Oh, c'est du gaspillage! » C'est ça, mais gaspillage pour quoi? Pareil. Il y en a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait aller loin. Mais là, on va y aller en fait du côté. Parce que notre section avait aussi droit et liberté de la personne. On a décidé de le séparer un peu en chacune de nos parties. Moi, de ma partie, côté droit et liberté homosexuel, je vais parler du mariage homosexuel, qui est en voie d'être légalisé dans le monde entier. En fait, il y a énormément de chemin à faire, mais ça y va assez rondement. On voit en mauve les pays où il est maintenant légal de se marier pour les personnes homosexuelles. Au Mexique, il y a aussi d'ailleurs quelques États où c'est permis. Fait intéressant, moi je trouve ça intéressant parce que quand l'Islande a légalisé l'homosexualité, en fait la présidente était lesbienne, elle s'est mariée avec sa femme le jour où le mariage homosexuel est devenu légal. Donc on a, je ne les ai pas comptés, on en a plusieurs pays où ça commence à être légal. Et il y a un effet de boule de neige en fait. Là, au départ c'était quelques pays à quelques années de différence. Et ces temps-ci on en entend au moins 4-5 par année où le mariage homosexuel devient légal. C'est encourageant, c'est très encourageant. Par contre, il existe beaucoup de lois homophobes. Donc, il y a 79 pays où il y a des lois contre les homosexuels et 10 de ces pays appliquent la peine de mort. Non, je pensais que ça faisait un zoom. Donc, ça ne fait pas un zoom, mais en fait, on voit en rouge, c'est les endroits où il y a la peine de mort. En espèce de rouge plus pâle, c'est les endroits où il y a l'homosexualité criminalisée.
puis on fait le mariage gay, etc. J'ai quelques exemples, en fait, oui. Je voulais juste savoir s'il l'appliquait pour vrai ou si c'était une loi qui était... Non, c'est des lois qui sont appliquées pour vrai. J'ai quelques exemples d'ailleurs. Si on pense au Yémen, un homme marié peut être condamné à mort par lapidation s'il est reconnu coupable d'avoir eu des relations homosexuelles. Dans d'autres pays à majorité musulmane, si ça a été prouvé que vous avez pratiqué la sodomie, vous pouvez aussi être